quitte l'Union. Bon débarras ou pas, on débat. Les grands Bretons s'en vont, tout le contraire d'une fuite à l'anglaise, synonyme de disparition en toute discrétion. Un film de Nathan Squares et Paul Wolfshefer. Le Royaume-Uni a voté pour sortir de l'Union européenne. Je ne m'attendais pas à des résultats aussi fantastiques. Je crois que c'est génial. Et je crois que toute l'Europe va tomber en cascade et s'écrouler après ce résultat. Ce jour sera dans notre histoire notre jour d'indépendance. Je pense que le pays a besoin d'une nouvelle gouvernance pour le conduire dans cette voie. Il va de soi que l'option d'un nouveau référendum doit être sur la table. Et elle est sur la table. Notre but, comprendre exactement ce que le Brexit va changer dans nos vies. Le comte Paul Buys, le monsieur Brexit du gouvernement belge, nous rejoint dans quelques instants. Il est censé tout savoir sur ce qui nous attend. Il est très fort, mais un peu moins en estimation de son temps de parcours vers RTL. Il nous arrive donc de Knock, on l'attend incessamment. Bonjour Gérard Deprez, vous êtes là, ministre d'État, député européen et maire. Merci d'être là donc. Bienvenue Scott Crosby, avocat à Bruxelles et écossais. Vos compatriotes vont probablement quitter le Royaume-Uni. On en parle. Je vous salue, on verra. Je vous salue Laurent Buzon. À Liège, votre société fabrique des plots de terrasse. Vous en avez amené un. Vous exportez 10% de votre production vers la Grande-Bretagne. Bonjour Tim King, journaliste britannique. C'est vous qui avez inventé la notion d'État raté, le failed state pour la Belgique. Pour le coup, c'est plutôt le Royaume-Uni ici qui a raté le coche. Vous voulez peut-être devenir belge finalement, monsieur King, non? Ça peut arriver, mais pour le moment, je suis sans micro. Alors, vous n'avez pas de micro. Et vous venez de me dire que ça pourrait peut-être arriver que vous deviez devenir belge, ce qui est assez extraordinaire, venant de quelqu'un qui nous a dit qu'on était à failed state. Voilà. Failed state, c'est pas pour ça qu'on vous a pas mis de micro. Hein. Donc, vous répondez, vous pourriez devenir belge? Oui ou non? Pas encore. Pas encore. C'est pas oui ou non, mais on va voir. Je peux vous montrer, par exemple, que j'ai deux passeports. Un passeport anglais, Oui. nouvel, et l'ancien. Peut-être on va revenir à on en reparle dans une seconde. Bonjour Bruno Pas Watten. une grand-mère irlandaise. Voilà, on en parle. Vous pourriez devenir irlandais si vous aviez une grand-mère irlandaise. Bonjour Bruno Wattenberg, spécialiste économique de RTL. Et vous l'avez entendu, Christophe Gillet complète ce plateau de rêve. Je reviens tout de suite à vous, messieurs, car en entendant Il est midi, c'est le RTL Info 13h qui débute dans une heure. Nous sommes en liaison directe avec la rédaction, avec vous. Caroline Fontenoy, je m'en réjouis pour la 43e fois. Jour J pour les Diables, c'est ce dont vous allez nous parler. Effectivement, Christophe. Moi aussi, je m'en réjouis ici ce soir que les Diables affrontent la Hongrie en 8e de finale. Alors, a priori, c'est une équipe abordable, mais c'est là qu'il faut se méfier, puisque la pression est très forte sur les joueurs, mais aussi sur le coach fédéral. Les supporters se voient déjà en quart de finale, espérant qu'ils ne soient pas déçus. La menace terroriste est-elle réelle, Caroline? C'est la question qu'on va poser à notre invité dans le RTL Info 13h, le ministre de l'Intérieur Yann Yombon. Et parce que je vous rappelle qu'hier soir, 2 suspects ont été arrêtés. L'un d'eux revenait de Syrie. Et nous verrons avec Benjamin Samin ce que l'on fait précisément de ces Belges qui reviennent du front. Un an après Sousse, où une victime belge est tombée en Tunisie, vous revenez donc sur ces attentats. Effectivement, c'était il y a un an, 38 victimes, en majorité des Britanniques. Et un an plus tard, la Tunisie souffre toujours beaucoup. Elle a beaucoup de mal à faire redémarrer son activité touristique, qui est pourtant l'une de ses principales ressources. Enfin, les suites du Brexit, ça nous occupe pour l'instant aussi. Effectivement, c'est l'un des thèmes que vous vous apprêtez à aborder, et nous aussi dans le RTL Info 13h, parce que s'il y a 52% des Britanniques qui ont voté pour le Brexit, il y a aussi tous les autres qui s'organisent, avec notamment une pétition en ligne qui a déjà recueilli, tenez-vous bien, 3 millions de signatures. Merci Caroline, et vivement 13h, un mot encore sur la météo, vous le voyez, de 15 à 19 degrés et pas mal de pluie cet après-midi. Bon, je commence avec votre histoire de passeport. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire avec vos 2 passeports, Monsieur King, que vous prépariez déjà une sécession? Je suis allé voir. Il y a une mentalité avec le UK Independence Party, les eurosceptiques nationalistes, qui vont
tourner l'horloge dans l'autre direction pour voir des passeports bleus plutôt que cette rouge européenne. Il veut changer tout ça aux changer. années 50, C'est ça que vous voulez dire, mais, 60. voilà, mais sinon donc, vous ne devez pas devenir belge pour autant. Parlons de l'avenir immédiat. L'Écosse, on l'a entendu dans le reportage qu'on vient de voir, l'Écosse pourrait vouloir être indépendante, et là c'est un peu Téléprix qui croyait prendre. Hein. Monsieur Cosby, vous êtes vous-même écossais, vous travaillez à Bruxelles. Vous pensez que l'Écosse pourrait être indépendante et je demanderai après aux autres s'ils pensent que la Flandre pourrait en tirer quelques idées. Disons que déjà la première ministre écossaise, elle a dit hier ou avant-hier que la question d'un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse est sur la table. C'est ça. Et ça veut dire Il y en a eu en 2014 55% de non, mais là cette fois-ci, manifestement, ça évolue quand même vers plus de oui. Disons qu'en 2014, il y avait 1600 qui votaient pour l'indépendance. Et cette fois-ci, il y a 2 jours, il y a exactement le même nombre de personnes qui ont voté pour rester dans l'Union européenne. C'est un peu indécis. Donc, non, donc. Ah, vous voulez dire, c'est ces gens-là qui, oui, c'est ces gens-là qui veulent rester dans l'Union européenne. Il y a une volonté à ce moment, mais devant le choix, UE-ORU, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, je ne sais pas. Le timing du référendum éventuel est très important. L'économie, par exemple, écossaise n'est pas florissante à ce moment. Donc, et si maintenant les SNP perdait le deuxième référendum, les veuves seraient cuites. Il y a juste un point, c'est que les partisans du maintien dans le Royaume-Uni avaient comme argument le fait de si nous quittons le Royaume-Uni, nous quittons l'Europe, puisque l'Europe avait dit clairement, attention les Écossais, si vous quittez, il faudra que vous fassiez une demande de réintégration. Et donc cet argument-là maintenant est inversé, puisque les Écossais pourraient dire, oui mais nous maintenant on veut être indépendants pour rester européens, alors qu'on a voté pour rester anglais. Ça renforce leur camp. Ça renforce, ça inverse la proposition. On est dans... C'est ubuesque. Hein. Monsieur Depré, vous pensez que c'est possible? Vous pensez, si c'est le cas, que ça pourrait donner des idées à la Flandre? Question sempiternelle, mais qui devient de plus en plus prégnante. Écoutez, le pire n'est pas sûr. Il ne faut pas ajouter une mauvaise nouvelle à une mauvaise nouvelle au moment où vous dites c'est une mauvaise nouvelle, cette Écosse, parce que l'Écosse qui rejoindrait l'Union européenne, on peut dire c'est une bonne nouvelle. Si vous lisez, je ne suis pas un admirateur de la NVA, en tout cas pas sur le plan institutionnel, si vous écoutez ce qu'ils disent maintenant et si vous lisez le programme, ils sont partisans d'une confédération belge. Une confédération, ça ne veut pas nécessairement... à la belge. Ça ne veut pas nécessairement dire des États indépendants qui vont demander chacun leur adhésion à l'Union. Vous êtes membre du mouvement réformateur, évidemment, allié à l'NVA, vous n'allez pas... parce que les Anglais viennent de faire une bêtise que les Belges vont aussi en commettre une. Alors, faire de l'économie, c'est faire de la politique aussi. Hein. C'est indubitablement lié. Et donc, il sera très intéressant d'écouter ce que va dire la NVA, parce que, justement, l'Angleterre était pour elle un modèle, notamment dans la construction fédérale ou pas fédérale de l'Europe. Et donc, la position de la NVA doit être un petit peu orpheline de cette Angleterre qui va sortir. Et il faudra être très attentif au discours politique et programmatique de la NVA par rapport à ce départ envisagé. Ça affaiblit d'ailleurs beaucoup la NVA au niveau européen, puisque le Parti conservateur était dans le groupe de la NVA et que c'est à peu près la moitié des députés qui s'en vont. Donc pour la NVA, le choix n'était pas vraiment judicieux que de rejoindre cette formation européenne. Parlons économie, messieurs. On parle donc d'une perte de 12 000 emplois. Mais quand on regarde un peu plus près, on voit 10 500 emplois en Flandre et 1 500 en Wallonie-Bruxelles. Autrement dit, c'est surtout les Flamands qui sont impactés, comme on dit aujourd'hui. Monsieur Buzon, vous êtes vous-même patron d'une société liégeoise. C'est ce magnifique produit que vous importez vers la Grande-Bretagne. Pourquoi, finalement, les Wallons sont si peu représentés? Pourquoi c'est la Flandre qui va tout prendre et nous pas? C'est peut-être une mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'on exporte très peu. Pourquoi on exporte si peu? Je pense que c'est déjà un problème de langage, sûrement. Voilà, on n'a pas été habitué à nous pousser à avoir cette langue anglaise en deuxième langue. Donc voilà, on sait très bien que la Flandre, elle... 90% de ces personnes parlent anglaise. Donc voilà, elle est plus industrielle aussi, la Flandre. Plus industrielle, oui. Peut-être qu'on n'est pas assez chauvinisme pour montrer que pas mal de PME, pas mal de géographiquement sont plus proches de l'Angleterre. Pas trop. Avec les moyens modernes. C'est pas la même chose. Quand vous êtes juste en face, c'est pas la même chose que d'être de l'autre côté. Il y a des liens historiques. Oui, c'est ça. Mais enfin, bon, en général, on exporte assez peu. On exporte assez peu. 80% des exportations belges sont flamandes aujourd'hui. C'est évidemment un chiffre. Oui, c'est là où la WEX doit continuer l'effort. En Allemagne. J'exporte aussi un peu en Allemagne, mais encore à l'inverse, les Flamands exportent beaucoup plus en Allemagne. Oui, mais
c'est une dire, très mauvaise c'est normal, mais bon. C'est une mauvaise nouvelle. Enfin, 10 500 emplois impactés en Flandre, 1500 chez nous. Il faut voir le total parce qu'il y a une interdépendance entre ces emplois. Il y a de la sous-traitance et la sous-traitance ne connaît pas les frontières linguistiques. Ce qui va se passer, c'est qu'on espérait créer 38 000 emplois cette année. Et donc, il faut temporiser. Ce n'est pas dramatique. On va le payer. Il va y avoir un impact sur la PIB. C'est des prévisions. Mais non, elles vont arriver. On va avoir une perte. C'est clair, l'incertitude, l'investissement qui va être fait dans les premières années. Il ne faudrait pas que d'autres pays prennent aussi le même exemple dans l'Europe. Il ne faudrait pas commencer à se réduire. Parce que là, pour le commerce, à ce moment-là, les frontières se replacent et c'est là qu'on va encore avoir... C'est pas tellement les frontières, ça va être la baisse de la livre et du pouvoir d'achat. Gérard Deprez, je vous ai interviewé pour la première fois en 1988. Je connais votre style extrêmement décidé. Vous venez de lever le doigt. Que voulez-vous dire? Je veux dire, une nouvelle fois, que le pire n'est pas sûr. Donc il va y avoir une période d'incertitude maintenant. Qui doit être la plus courte possible. Oui, qui doit être la plus courte possible. Donc on ne sait pas très bien où on va. Il ne faut pas s'imaginer que demain, il va y avoir des murs et des barbelés entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. On va devoir négocier un accord pour dire comment on va continuer à faire du commerce. Donc il ne faut pas dire que demain, il y a 32 000 emplois qui vont être... Je ne suis pas d'accord. Demain matin, les plots de monsieur, avec la baisse de la livre, un peu plus cher. coûtent beaucoup plus cher. Et la livre va rester mauvais pour nous. Pendant combien de temps, vous le savez? Alors on ne sait pas, mais tant qu'il y aura de l'incertitude, la livre ne va pas remonter. Mais oui, mais qui le sait? Mais vous n'en savez pas. rien. On va accueillir, en tout cas, M. Buzon, s'il vous plaît, puis alors vous allez céder la place à Paul Beuys qui nous arrive, mais je vous en prie, vous terminez, s'il vous plaît. Il n'y a pas qu'une histoire finalement de prix, il va y avoir aussi une histoire d'image. Est-ce que le peuple va devenir un peu conservateur, va se dire, tiens, je serai plus produit anglais, comme la France a fait quelques années, acheter en français? Est-ce qu'on va avoir à ce moment acheter anglais? Vous en avez peur de ça. Merci en tout cas, M. Buzon, on vous souhaite le meilleur avec vos plots de terrasse. Vous allez céder la place à M. Beuys. M. Beuys, le comte Beuys, vous présidez le groupe de travail du gouvernement fédéral chargé d'accompagner cette sécession britannique. Vous avez vous-même travaillé et dirigé des tas de sociétés outre-Manche, comme le British Leyland et Vickers, la dernière. Vous êtes aussi un très proche de la famille royale et donc, je l'ai dit, comte. Ça vous fait très peur? Ici, la table est un peu partagée. C'est 12 000 emplois, surtout en Flandre. C'est vous qui, donc, savez tout pour le gouvernement fédéral. Ça vous fait peur? Grosso modo, 80% de nos exports sont des sociétés flamandes. Bien sûr. Donc là, ça touche. Mais on n'est pas encore là. J'ai lu très attentivement toutes ces statistiques de 12 000 par ici et de 10 000 par là. C'est beaucoup trop tôt. Il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a pas de panique. Il n'y a rien qui va se passer. Ouais. La seule chose qui est très importante pour nos entreprises, c'est le livre, à quel point... la livre sterling. Évidemment. Et ça c'est un impact immédiat. Donc, les entrepreneurs doivent consulter leur banquier, si besoin en est, pour trouver une solution. C'est ça. Mais à part ça, non. On commence en octobre. Si on commence en donc octobre... le divorce à partir d'octobre. Les deux ans qu'on va négocier, si on va négocier, parce que moi... C'est réversible, vous dites? Écoutez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui... Le Brexit est réversible, vous nous dites, avec les 2 500 000 personnes, maintenant 3 millions qui ont une pétition... Qui souffre maintenant du Brexit? Les jeunes. Les gens qui, 65-70%, ont voté pour l'Europe. Et c'est eux donc maintenant. Vous dites que c'est peut-être réversible, le gouvernement. Madame Spaak nous disait en début d'émission que le référendum n'était pas contraignant en Grande-Bretagne et que donc le gouvernement, à la limite, pouvait passer outre. Monsieur King, c'est possible, cette réversibilité? Vous y croyez en tant que journaliste britannique? Non, il n'y a pas de possibilité de le changer. Il faut rester avec ça. C'est le système politique anglais. Donc, malgré les signatures, tout ça, ça ne changera rien, dites-vous, comme observateur. Si je légalement, on a une discussion avec notre cabinet avocat. Et nous, il faut lui poser la parole, parce que moi, je me posais la question, est-ce que c'est légalement binding ou pas? Est-ce que c'est contraignant, le référendum? Ou est-ce qu'on pourrait y revenir? Légalement, ce n'est pas le Parlement du tout. Politiquement, c'est très difficile d'ignorer la voix du peuple, soi-disant. Mais je vous signale qu'il y a un Labour Member of Parliament qui a... Un socialiste, donc? Oui, un socialiste qui a dit clairement ce matin, ça ne passera jamais au Parlement. Oui, justement, parce que... parce que le Parlement, évidemment, est majoritairement contre le Brexit. Il n'y a rien qui dit que c'est le Parlement qui doit se prononcer, pardonnez-moi. Oui, il suffit que ce soit éventuellement le gouvernement qui notifie officiellement aux autorités. 50. Non, ça n'est pas clair du tout, la procédure. Le Parlement doit aller dans tous les sens. Doit donner l'avis favorable à ce que le gouvernement présente la notification
au sens de l'article 50. Donc, le Soyons Parlement doit concrets, M. Cosby, déclencher les ça veut dire que le Parlement a un rôle, et on sait que le Parlement est dans sa toute grande majorité, 98% contre le Brexit. Le Parlement pourrait empêcher que ce Brexit ait lieu? Théoriquement, oui. Est-ce Pas que- théoriquement, est-ce que- légalement, mais Christophe, si politiquement ils vont le faire, Est-ce je ne sais pas. qu'on peut s'imaginer qu'une telle décision, qui a eu un impact boursier mondial et qui va encore impacter l'ensemble de la vie de dizaines, de centaines de millions de personnes dans le monde, est si peu documentée qu'on se pose ces questions aujourd'hui sur un plateau de télé? Justement, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Non, Comme ce cette sont- improvisation? Mais oui, c'est justement, ce sont des questions qu'on aurait dû poser avant de déclencher tous ces c'est processus. sidérant. Ils l'ont pas fait. Monsieur King, s'il vous plaît, Monsieur King. Maintenant, on ajoute la question, est-ce que le Parlement écossais peut poser des questions au sujet de ce processus? Et ça change tout le temps. Chaque heure, C'est la totale C'est improvisation. pas de la démocratie. C'est sidérant, mais c'est pas de la Mais non, mais démocratie. il faut savoir, parce que nous, avec notre culture francophone, on a la vision du référendum comme en France. En France, le référendum a force de loi. Vous faites un référendum, c'est une loi. C'est au-dessus du gouvernement, c'est au-dessus Comme en Suisse. du Parlement. Mais c'est pas le cas en Angleterre. Et l'Angleterre, c'est une démocratie parlementaire. Et alors, pour l'instant, on dit qu'il n'y aura pas d'élection et que ça va se régler à l'intérieur du Parti conservateur. Mais c'est pas sûr. Il va gouvernement peut-être finalement y avoir des élections. Non, mais le moment que M. Cameron a décidé d'avoir un référendum, c'est pas une souveraineté parlementaire. Il a changé des règles. Ah ouais. Et donc vous dites c'est pour ça que le référendum est contraignant à votre je ne sens. suis pas d'accord. La êtes écossais aussi. souveraineté britannique C'est reste au parlementaire, Parlement. bien sûr. Reste au Parlement. Donc à n'importe moment, le Parlement peut dire non, on a changé d'avis. Oui. Hein, ça Donc, le peut dire- Parlement pourrait neutraliser ce référendum, dites-vous. pourrait. Donc, je crois que nous imaginez- sommes d'accord Ok. que le Parlement, ce que Enfin. je disais, a le dernier mot. Oui, dans Mais vous ce imaginez que Bon. le Parlement va aller contre le résultat d'un référendum dans lequel le peuple s'est prononcé. Et vous répondez Avec non, 2%, vous trouvez ça oui. concevable? Oui. Participation léger, oui. pourquoi pas? Monsieur, Mais c'est excusez-moi, 75%. À la Monsieur fois, Debré. s'il vous plaît, Mais à la fois. 75%, c'est pas un taux de participation léger quand même. il y a Monsieur Beuys, Monsieur Beuys. Je veux simplement dire que oui, quand vous voyez l'avalanche de commentaires et d'actions négatives, 2-3 jours après le sondage, on peut très bien s'imaginer que quelqu'un, ne fût-ce que la reine, qui dit « I have ordered my prime minister eventually to ». Autrement dit, j'ai demandé à mon Premier ministre Contre le de peuple. ceci, Mais de cela. êtes-vous conscient, reine Monsieur contre Depré, le êtes-vous, mais pas contre le peuple, c'est pas ça que je dis. Est-ce que Monsieur vous êtes conscient de ce qui se passe actuellement? Absolument. je Où le suis. l'Écosse dit Je on le suis minute par minute. veut être indépendant, où Wales veut être indépendant, où 65 des jeunes Wales ont n'a voté pas pour égal, l'Europe. égal. Wales Ok. n'a pas dit ça. Bref, vous dites tout ça est Wales possible. n'a Enfin, pas dit Monsieur ça. Beuys. Wales, Ce n'est pas vrai. Non, Wales, le égal est avec l'Angleterre. Ok. Mais oui, ce n'est pas exact. Vous imaginez que la discussion ici, on ajoute de l'incertitude à l'incertitude. Et les investisseurs, les entrepreneurs, les je marchés suis d'accord. financiers qui créent de la valeur et qui créent de l'emploi vont tous attendre, freiner leurs investissements en attendant ce qui se passe. Bien C'est sûr. probablement à court terme, avec la livre, le problème le plus important qui se Monsieur pose. Beuys, alors ma question de mauvaise foi communautaire. Vous donc, vous présidez le groupe de travail fédéral qui s'occupe du Brexit. Autrement dit, vous savez tout sur le sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on voit, d'après la liste que j'ai vue, 2 francophones sur 9 membres, d'après mes calculs. C'est quand même pas beaucoup. Le représentant de la WEX et de Bruxelles Export, tous les autres flamands. On avait invité l'Union wallonne des entreprises, on a Ils sont pas invité... Je vous écoute. C'est un peu court terme qu'on les a invités, comme je viens de dire. Nous avons pris connaissance du résultat à 7 heures du matin et à 2 heures, Il on fallait était faire- donc, il y a autour de la Et avec table. des flamands qui étaient là. Ouais. Non, Pratiquement. il y en avait 2. C'est ça, en 2 effet, sur 9, Bruxelles. Voilà. ouais. Mais donc, voilà, ça fait quand même des mois Ils qu'on en étaient- parle. ils Ça fait aussi étaient- l'improvisation de notre côté, hein, Monsieur Beuys. Comment- On parle de l'improvisation des grands Bretons, mais alors si notre groupe de travail, vous devez le convoquer le matin même, on n'avait pas très prévu le coup. Mais c'est Excusez-moi. à cause du fait qu'on avait le résultat ce oui, matin. enfin, le groupe était aurait pu J'aurais anticiper. bien, j'aurais bien pu le faire lundi ou Non, non, d'accord, mercredi. je comprends. On a voulu le faire Enfin, vous auriez pu inviter les immédiatement. gens Et Chris avant. Peters avait organisé ce groupe avant, qui est Donc, il y avait- qui est le référendum. hein. Ok. Vous aviez un chiffre, Monsieur Cosby. Oui, je voulais vous dire, la question se pose à quel point ce référendum est légitime. Alors, l'écart entre ceux qui veulent rester et ceux qui veulent partir, c'est 1 200 000. 200 000. Les expatriés qui ont privé de droit de vote, c'est plus de 2 millions. Ah, vous n'avez pas pu voter, vous, Non, ni l'un ni l'autre. Non, Vous parce avez pu que voter. cinq ans n'ont pas pu voter. tous ceux qui sont Ah dans oui. le dehors du pays, résident dans un autre pays, dans Plus de l'Union 5 ans. ou dehors,
pendant 15 ans, perd automatiquement le droit Or, de la vote. plupart des expatriés auraient voté pour l'Europe, on peut l'imaginer. Je pense. En tout cas, en majorité. Parce Donc, que- vous dites si ce chiffre-là avait été C'est ça. pris en compte. Et le c'était- gouvernement a nié. Et ça pourrait être un élément d'une lutte Si on juridique voulait contre le résultat. discréditer le résultat du référendum, c'est un des arguments qu'on aurait à disposition. Plus les fausses statistiques, puisque quand on a expliqué que les 350 millions de mensonge. pounds par semaine qui allaient être réinvestis dans le système de sécurité sociale. Mais soyez clair, Bruno. ce Donc, chiffre est M. faux. Farage, qui a, Il y a des qui chiffres qui ont lutté, été trafiqués. a donc dit que C'est 350 Boris millions... Johnson qui disait Et Johnson, ça. oui. Et Farage ne Expliquez-nous, l'a pas Christophe. dit. Il ne En l'a fait, pas dit. Boris Johnson, il faut savoir qu'il y C'est avait vrai. plusieurs personnes qui faisaient campagne. Boris Johnson, c'est pas Farage. Farage, c'est un autre parti. Oui. Boris Johnson, lui, il est membre du Parti conservateur, Oui. le parti du Premier ministre. Et Boris, il avait un bus sur lequel il avait écrit 350 millions de livres sterling par semaine vont revenir à la sécurité sociale anglaise. Oui. Le fameux service de santé célèbre de la Grande-Bretagne. Et Farage, hier, dans une émission de télé, a dit bah non, c'est pas vrai. C'est ça. C'est pas tout à fait ça, etc. Il n'a pas Mais il touché, s'est bien c'est gardé de fondamental. le Mais le il s'était bien contredire. gardé de le dire avant. Et donc, évidemment, ça discrédite la campagne. Quant à Boris Johnson, vous savez qui c'est Boris Johnson? C'est Richard III. Pour devenir roi, il a tué ses neveux, son frère, il est prêt à tout. Eh bien, il terminera comme Richard III dans la boue en criant « Mon royaume pour un cheval ». Parce qu'il est complètement discrédité. Oui, enfin, c'est un ami, effectivement, Mais il a- d'enfance de M. Puis-je Cameron. dire un mot? Puis-je dire un cours. mot Mais Je il a pense que pris son nous devons éducation faire ici, à attention. Bruxelles. Ah oui, je il, m'adresse quoi, aussi il a à fait, vous. il a fait ses classes à Bruxelles, Nous M. Nous devons Johnson. faire parce attention que son de laisser père croire à l'opinion publique pour l'instant que le processus est réversible. Toutes les autorités européennes disent maintenant, et ça rejoint votre préoccupation, il faut que la période d'incertitude soit la plus courte possible. Sinon, tout le monde va payer encore Mais un si prix les plus Anglais élevé ne font que pas celui- jouer l'article 50, ça peut durer des années. Oui, mais Bien à sûr. un L'article certain 50, c'est moment, le il va divorce, falloir les effectivement. mettre en demeure de le On faire. va en rester là. Et je retiens que Pas Boris seulement Johnson a l'article donc... 50. hein. Voilà. Quoi Je tiens que Boris Johnson a fait ses études à Bruxelles, enfin une partie. Vous imaginez, S'il vous plaît, allez monsieur nous Depré, faire chanter. on termine avec ça. Sa jeunesse, Monsieur Depré, s'il vous plaît. parce que son peuvent. père travaillait dans la pendant 6 commission, ans. Une fois. Ils peuvent. dans la commission Voilà. européenne. Donc il a fait ses études à Bruxelles, je traduis, parce qu'effectivement on va beaucoup parler sur vous, parce que son père était à l'Union européenne. Merci en tout cas à vous, c'est un débat passionnant, on a appris plein de choses. Bonne chance.